Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette conférence de presse. Notre invité aujourd'hui est Stéphane Rossini, Monsieur Stéphane Rossini, qui est président du Conseil national. Avant toute autre chose, je vais vous demander de nous offrir votre signature, s'il vous plaît. Et nous, on vous offre, donc le Club suisse de la presse vous offre les dessins pour la paix 2014. Merci. Pour admirer, voilà, le travail du Club suisse de la presse aussi. Nous avons aujourd'hui donc le président du Conseil national. Comme je disais à M. Stéphane Rossini, cette conférence de presse, bien sûr, est filmée et mise à disposition de tous ceux qui ne peuvent pas être maintenant dans cette salle de presse. Malheureusement, comme je vous disais, à cette heure-ci, à l'ONU, il y a le briefing de presse pour les journalistes étrangers accrédités à l'ONU. Et donc, ils sont là-bas, mais ils vont nous regarder sur le site. Donc, dans 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, le 18 octobre, il y aura les élections en Suisse. Et nous avons aujourd'hui ici le premier citoyen suisse. Donc, pour répondre à toutes nos questions concernant les élections, bien sûr, si vous avez des questions, mais aussi peut-être différents problèmes dont les migrations et les relations avec l'Union européenne, surtout après le vote de 9 février, je suppose, qu'on va parler de ça aussi. Donc, Monsieur le Président, je vous donne la parole pour une petite présentation. Après quoi, je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions concernant ces questions. Donc, et nous sommes ici aujourd'hui, j'ai oublié de le dire, il y a monsieur Stéphane Rossini, mais pour l'accompagner et pour bien l'interroger, nous avons invité Catherine Fiancan, donc Bokonga, qui est journaliste au Palais des Nations, aussi correspondante étrangère, qui s'intéresse à la politique suisse, mais qui s'intéresse surtout aux migrations et au vote de 9 février en Suisse, bien sûr. Donc, nous sommes là pour vous poser des questions, pour vous accompagner. Mais tout d'abord, on vous écoute. Je fasse un petit tour d'horizon pour commencer. Oui. Hein, ouais. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'abord de votre invitation. C'est avec plaisir que je suis venu ici aujourd'hui pour évoquer avec vous ces élections fédérales suisses. Comme président du Conseil national dans un pays où nous avons des tournus présidentiels, que ce soit aux chambres fédérales ou au gouvernement, je vais essayer d'avoir une position peut-être un peu plus de recul et analytique dans un premier temps pour peut-être poser quelques thèmes qui marquent un peu la discussion politique de cet automne, qui marquent la discussion politique parce qu'on sort de la dernière session des chambres fédérales de la législature. Et cette session des chambres fédérales a été marquée par des dossiers extrêmement importants. Et dans le traitement de ces dossiers, bien évidemment, nous avons ressenti soit au Conseil des États, donc le Sénat, soit au Conseil national, l'influence très proche des élections fédérales. Alors, peut-être d'abord sur la campagne des élections, peut-être 2 ou 3 choses très générales. D'abord, c'est une élection qui sera très disputée sur l'ensemble de la Suisse. On a un nombre record de candidats. Ils étaient un peu moins de 3100, je crois 3089 il y a 8 ans. Et là, on arrive à quasiment 3800 candidats, un petit peu moins. Donc, c'est le reflet d'un très fort engagement des partis politiques qui très souvent ont démultiplié leurs listes, c'est-à-dire qu'on a un peu partout sur le territoire suisse des listes qu'on appelle les listes principales et puis qui se déclinent en listes complémentaires, des listes de jeunesse dans les partis, des listes migrants, des listes 60+, etc. Donc,
première chose à dire, c'est voilà, un engagement très fort de la démocratie suisse dans cette élection. Peut-être deuxième chose concernant cet engagement, il y a aussi un engagement financier massif. Et je pense qu'on va aussi battre les records en l'absence de loi sur la transparence et sur l'obligation des partis politiques d'annoncer très clairement les comptes de leur campagne électorale. On observe quand même partout sur le territoire suisse des engagements massifs en termes de publicité, que ce soit des publicités via la presse écrite, via les réseaux sociaux ou via les campagnes d'affichage normales. Donc voilà, je pense qu'on a une campagne électorale marquée par beaucoup d'engagement, et c'est un signe qui est positif. Je crois que dans un pays comme la Suisse, où la démocratie est relativement large et où la démocratie est très exigeante, notamment avec les votations fédérales, cantonales, qui se succèdent à raison de 2, 3, 4 séries par année, on pourrait craindre parfois une sorte d'essoufflement, et je crois que les élections fédérales montrent au contraire qu'il y a un intérêt certain pour cette campagne. Donc je crois que c'est un premier élément très positif qu'il faut mettre en évidence, parce que ça va pas de soi. Sous l'angle des thèmes, on a une prédominance quand même des problématiques migratoires. C'est clair que les questions migratoires sont portée notamment très fortement, massivement par l'Union démocratique du centre, donc l'UDC, qui a marqué de son empreinte les débats parlementaires de septembre avec la révision de la loi sur l'asile, où l'UDC a multiplié le nombre de propositions qu'on appelle chez nous des propositions de minorité dans le jargon parlementaire, et on a eu un très long débat sur la loi sur l'asile, à peu près 8 heures lors de la session de septembre. On a eu en plus une session extraordinaire. Donc ce thème de l'asile, c'est un thème assez prédominant. C'est un thème assez prédominant dans cette campagne électorale, thème qui marginalise un petit peu les autres grands enjeux qui marquent aussi la politique suisse. Certains ont déjà été traités par les chambres fédérales ou sont en cours de traitement. On peut penser à toute la problématique de la sortie du nucléaire avec les programmes Énergie 2050. On peut penser à la réforme des retraites avec la prévoyance vieillesse 2020. On peut penser à la réforme de l'imposition des entreprises, qui est un projet qui va associer confédération et canton dans une problématique extrêmement sensible, et notamment une influence directe sur les recettes fiscales. C'est aussi un thème qui a marginalisé quelque peu toute la discussion sur la réforme des systèmes sanitaires et sociaux. Voilà, donc vous donner quelques exemples de thèmes qui sont extrêmement importants, qui vont marquer la prochaine législature, qui ont été amorcés au cours de celle-ci, et qui sont un peu marginalisés. Alors, bien évidemment, il y a le thème que vous avez mentionné en introduction et qui va lui aussi intervenir, c'est celui des relations entre la Suisse et l'Union européenne, mais je pense qu'on en parlera un peu différemment. Force est de constater que sur le débat de l'Union européenne, les positions des acteurs engagés dans la campagne sont plutôt réservées. C'est vrai que on a un peu l'impression que les partis politiques et les candidats ont peur de se brûler les ailes autour du débat européen, si ce n'est bien évidemment à droite de l'échiquier politique ou à l'extrême droite. Voilà, on a une campagne très offensive contre l'Union européenne, avec notamment le slogan « Restons libres », qui marque les affiches. Tous les autres sont alignés derrière une posture de défense des accords bilatéraux avec l'Union européenne, mais il n'y a pas beaucoup de débats très engagés sur la question de la Suisse et de l'Union européenne. Voilà peut-être les quelques grands thèmes, après le contexte d'engagement, et puis en troisième point, peut-être quelques éléments sur l'enjeu final, le résultat final.
une des questions majeures qui va se poser, c'est est-ce que cette situation générale autour de la problématique des migrations va pousser un résultat un peu plus à droite encore de l'échiquier politique. On peut craindre dans certaines régions, notamment les régions périphériques, les régions rurales, peut-être un certain renforcement du conservatisme, avec un renforcement peut-être de l'Union démocratique du centre, voire même peut-être dans certains cantons, certaines régions du Parti démocrate chrétien, qui a une aile conservatrice très forte et qui, malgré des sondages très défavorables sur l'ensemble de la Suisse, eh bien, pourrait quand même, dans certaines régions, dans ces bastions conservateurs, peut-être avec cette problématique-là, maintenir un peu ces résultats. La grande question sera l'impact de cet éventuel mouvement sur les partis du centre. Vous savez que depuis 8 ans, on a eu l'apparition, l'émergence du Parti bourgeois démocratique, l'apparition des Verts libéraux. Il y a 4 ans, les Verts ont perdu passablement de sièges au profit d'un renforcement encore des Verts libéraux. Donc la question qui se pose, c'est voilà, quid de ces petits partis du centre, qui sont quand même les partis faiseurs de majorité. Il y a une grande interrogation sur ces partis du centre. Est-ce qu'ils vont se maintenir ou est-ce que leur électorat va plutôt basculer vers l'électorat libéral radical, vers l'électorat de l'Union démocratique du centre, ou peut-être du côté des Verts, un peu sur la gauche, Parti socialiste, à voir. La conséquence directe sera la discussion au lendemain des élections fédérales sur la composition du gouvernement. C'est clair qu'aujourd'hui, les partis du centre, notamment le Parti bourgeois démocrate et celui de la conseillère fédérale Evelyn Widmer-Schlumpf, et en fonction du résultat de son parti et peut-être aussi d'une analyse plus large du centre, dépendra peut-être sa décision ou pas d'être candidate au renouvellement de son mandat au sein du gouvernement fédéral. Donc c'est une question assez centrale parce que c'est une question qui a un impact direct sur les majorités au Conseil fédéral et les majorités au Parlement ensuite, sur quelques grands thèmes, notamment la sortie du nucléaire. On sait que la sortie du nucléaire avait bénéficié de cette posture du centre, et je pense que le résultat des élections aura un impact relativement fort sur la peut-être succession ou non de Madame Widmer-Schlumpf. Voilà, on peut y voir comme un élément important. On peut aussi banaliser un peu la chose. On peut aussi dire à la fin de l'exercice, en Suisse, les flux, les transferts de voix d'un côté à l'autre sont relativement faibles. On parle peut-être de 0,5, de 1, de 1,5, de 2. À 3%, on arrive quasiment à une révolution sur une élection. Donc il faut rester aussi assez conscient de la faiblesse des mouvements ou de la petitesse des mouvements en pourcent. Voilà, et on pourrait aussi avoir l'analyse de dire finalement ça n'aura peut-être que peu d'impact sur la composition du gouvernement après les élections du 18 octobre. Voilà peut-être ces quelques considérations générales. Du côté des médias, on entend une critique assez sévère sur la teneur et le contenu des débats politiques. Voilà, on a plutôt l'impression, on fonctionne avec quelques grands slogans un peu de tous les côtés, que le débat de fond est pas très bon. On a entendu aussi que la multiplication de ces candidats amène pas forcément un gain qualitatif, avec, semble-t-il, des candidats peu aguerris, peu au fait et pas forcément très compétents dans le débat fédéral. C'est vraisemblablement un effet pervers de cette multiplication des candidats, mais voilà, ça fait partie aussi de la stratégie de formation des partis politiques. En forgeant qu'on devient forgeron, et voilà, on fait des apprentissages aussi sur le terrain. Mais c'est une critique qu'on a entendue dans les médias, une critique qui est, je pense, en partie fondée. Voilà,
ces quelques éléments généraux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais commencer avec une petite question. J'aimerais savoir votre avis personnel ou en tant que président, bien sûr, du Conseil national. Comment vous expliquez ce nombre record de candidats? Est-ce que le politique a beaucoup plus de pouvoir? Les gens veulent avoir le pouvoir en étant en siégeant ou comment vous expliquez? Parce qu'il y a quand même quelques centaines de plus que pour les dernières élections. Bon, les explications sont à mon avis multiples. D'abord, il y a une tentative des partis politiques de multiplication des listes, c'est-à-dire voilà, on va multiplier le nombre de candidatures pour la chasse au suffrage. On est dans un scrutin proportionnel avec des alliances et on fait quand même dans les états-majors des partis quelques petits calculs. On sait voilà, que selon les régions, etc., on peut quantifier plus ou moins l'apport en termes de suffrage d'un candidat et que lorsque les résultats finaux tombent avec quelques petits pourcentages qui peuvent faire un siège ou pas, il y a une démarche volontariste des partis voilà, de multiplier l'intérêt, sachant que chaque candidat va faire sa campagne. Donc je pense qu'il y a d'abord la stratégie des partis politiques. Ensuite, l'élection fédérale est une élection qui permet la visibilité. Donc les gens qui sont actifs au niveau communal, qui sont actifs au niveau cantonal et qui ont voilà, quelques perspectives, eh bien c'est une chance, une opportunité d'être visible. C'est une opportunité de participer à des débats, c'est une opportunité de se faire connaître. Et je pense qu'il y a, notamment dans la jeune génération, sur les listes jeunes, une sorte de porte d'entrée. C'est un peu paradoxal de choisir la porte d'entrée fédérale, mais en fait, par l'opportunité médiatique, cette porte d'entrée fédérale va permettre ensuite des nouvelles candidatures aux élections communales, aux élections cantonales. Et il n'est pas rare de retrouver, je dirais même, on peut être plus catégorique, c'est très fréquent de retrouver des candidats au Conseil fédéral, au Conseil national, au Conseil des États, ensuite candidats ailleurs. Donc ces élections pour les chambres fédérales sont une opportunité. Ensuite, bien évidemment qu'il y a aussi pour certains groupes de population une volonté de se démarquer. Je pense par exemple aux listes migrants que le Parti socialiste a initiées, a lancées, aux listes des 60+, qu'on retrouve au PDC, qu'on retrouve au Parti socialiste, qu'on retrouve peut-être, alors je n'ai pas vérifié cette année, mais qu'on a retrouvé par exemple pour le parti de l'UDC, etc. On avait avant des listes femmes. Donc c'est une opportunité pour marquer un terrain, pour marquer une préoccupation particulière. Et ça explique aussi voilà, pourquoi on retrouve des listes seniors. Ces listes seniors voilà, qui ramènent dans le débat politique l'importance de l'intergénérationnel, qui ramènent l'importance des réflexions sur le vieillissement de la population, sur la prise en charge des personnes âgées dans le domaine de la santé, sur le rôle des personnes âgées dans les problématiques de care, d'aide à la famille, sur l'importance de maintenir un niveau des retraites, etc. Donc voilà, quelques explications qui s'additionnent ou qui sont peut-être parfois plus limitées à une explication, mais enfin on a là quelques signes qui expliquent pourquoi on a cette multiplication des listes. Merci beaucoup, Catherine. Alors justement, effectivement, multiplication des listes, comme vous nous l'avez présenté, j'ai également effectivement pensé au fait qu'on voulait attirer l'attention sur des problèmes tels que, comme vous dites, ces listes jeunes et des plus de 60 ans qui se font beaucoup de soucis pour leur avenir. Quelle va être la situation, surtout financière, lorsqu'ils auront atteint l'âge de la retraite? Comment pourront-ils vivre? Dans quel contexte? On pourra peut-être développer un peu plus ces choses-là parce que pour les étrangers, il est toujours intéressant de voir le système que la Suisse met en place au niveau du système de l'offre gratuite qu'elle offre aux Suisses, j'entends au niveau des soins, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, et puis aussi, bon, quand on a la retraite, généralement,
on a une retraite qui, jusqu'à maintenant, permettait de courir des jours heureux et paisibles, ce qui est de plus en plus difficile. Mais je voudrais revenir aussi sur le fait que vous ayez souligné l'engagement financier massif. Ça, c'est quelque chose qui intéresse naturellement toujours la presse étrangère, tout ce qui a trait aux finances, à l'argent, à la corruption ou à l'excès. Donc, vous êtes un fervent défenseur, on va dire, d'une liberté organisée. Vous avez pris des positions par rapport au lobbying aussi, en disant que, si je me trompe, vous êtes pour le lobbying à condition qu'il soit balisé, que les pistes soient balisées. Est-ce qu'il en va de même pour justement l'engagement au niveau des partis politiques? Est-ce que vous souhaiteriez que les choses soient plus transparentes, plus structurées? Bon, d'abord, je dois corriger parce que j'ai une position totalement inverse, c'est-à-dire que j'étais pour sortir les lobbyistes du palais fédéral et interdire aux parlementaires d'avoir des liens d'intérêt avec leur mandat. Donc j'avais une position assez tranchée. Ah ouais, J'étais pas cru comprendre que non. vous vouliez que les choses soient non, alors balisées. Alors bien sûr, il faut qu'elles soient balisées parce qu'on n'arrivera pas, on n'est pas dans un pays de l'interdit, on n'est pas dans un pays qui veut je dirais, beaucoup de transparence dans le fonctionnement du système. On a un courant de pensée dominant qui s'articule autour de la démocratie directe, du politicien de milice, et qui dit politicien de milice dit activité économique, donc revenus annexes. Donc la culture dominante en Suisse, c'est une culture qui vit parfaitement bien avec l'activité de parlementaires tout en ayant des liens d'intérêt. Donc moi je suis pour personnellement, et je l'ai dit dans une interview à la NZZ il y a quelques semaines, très clairement, pour que les parlementaires n'aient plus de lien d'intérêt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est parlementaire fédéral, on sort des conseils d'administration rémunérés. Je ne parle pas ici des activités que nous avons tous comme parlementaires dans des ONG, dans des associations caritatives, etc., à titre bénévole. Mais je parle bien des conseils d'administration, que ce soit dans l'économie, dans le domaine de la santé, dans les caisses maladies, etc. Donc moi j'ai une position assez tranchée et catégorique. En Suisse, les conseillers fédéraux et puis les conseillers d'État, donc dans les exécutifs, sont en principe des liens d'intérêt. Ils n'ont plus de liens d'intérêt. Ce n'est pas le cas au niveau des parlementaires fédéraux, des parlementaires cantonaux, des élus communaux. On peut aussi pointer du doigt les élus communaux, parce que je pense que c'est là où il y a la plus grande proximité entre les décisions, l'attribution de marchés, etc., où les risques de corruption sont quand même assez grands. Donc moi j'ai une position très tranchée sur l'indépendance des autorités politiques. J'avais d'ailleurs proposé une législation fédérale sur l'indépendance des autorités politiques qui règle d'une manière uniforme les 3 niveaux institutionnels, confédération, canton, commune. Voilà, à partir de cette utopie, il faut rester assez pragmatique dans un pays comme la Suisse, et je pense donc qu'il faut régler très clairement la problématique de la transparence, notamment, pas seulement celle des parlementaires élus, mais celle des partis politiques. Et je pense que la question du financement des partis politiques, c'est une question qui a été à plusieurs reprises mise sur l'avant de la scène. On n'a jamais trouvé de solution, et c'est la raison pour laquelle le Parti socialiste a annoncé en fin de semaine dernière, le lancement d'une initiative populaire pour mettre sur pied une législation sur la transparence des partis politiques. Je crois que là, il y a un souci de qualité démocratique. On a des campagnes qui sont énormes. On a 2 types de campagnes. On a les campagnes des partis politiques, et puis on a les campagnes individuelles. En Suisse, vous avez beaucoup de campagnes individuelles. Ça varie selon les cantons. Dans certains cantons, les partis politiques procèdent plus ou moins, je dirais, par des campagnes individuelles, d'autres uniquement par des campagnes collectives, de listes. Mais dans les cantons où vous avez des campagnes individuelles,
je vous renvoie peut-être au Temps d'hier. Je crois que c'est hier que le Temps a fait un article sur ces campagnes individuelles. Ce sont des sommes qui sont relativement importantes. Et la provenance de ces sommes, elle n'est absolument pas vérifiable. Donc les candidats annoncent qu'il s'agisse du total du montant des campagnes ou qu'il s'agisse de la provenance des fonds, des sommes qui sont absolument invérifiables. Hein, donc aujourd'hui, à la fois, il y a une dynamique très forte, mais je dirais des impulsions qui expriment un certain volontarisme d'engagement, mais en même temps, on n'a pas beaucoup de transparence. Donc je pense que la Suisse devra, tôt ou tard, comme on a dû le faire dans le domaine de la finance et des banques, des assurances, on a dû renforcer les règles de transparence, comme on l'a fait, par exemple, dans le système des caisses de pension. Eh bien, on devra, pour les autorités politiques, renforcer la problématique du financement des partis politiques, renforcer la problématique aussi de la transparence des liens d'intérêt des parlementaires. J'aime toujours à citer une illustration quand je suis allé en Hongrie faire des conférences sur la caisse publique, l'initiative populaire sur la caisse maladie publique en Suisse. En Hongrie, il y avait un débat sur la privatisation du système, puis on s'est dit, tiens, c'est étrange, dans le pays le plus libéral du monde, il y a un débat contraire, un débat sur, en gros, une étatisation ou une centralisation de cette concurrence entre les caisses maladie. Il m'avait invité. À la fin de la première conférence, il y a quelqu'un qui me pose la question suivante: quel est le degré de corruption des politiciens suisses dans le domaine de la santé? Je leur ai dit, écoutez, je pense que la notion de corruption telle que vous l'avez derrière la tête n'est peut-être pas forcément applicable à la Suisse, mais à l'époque, dans la commission du Conseil des États, sur 13 membres de la commission de la santé publique, 7 étaient membres d'un conseil d'administration d'une caisse maladie, donc d'une assurance maladie. Donc voilà, c'était un lien d'intérêt. Alors je ne parle pas de corruption, mais il y a un lien d'intérêt qui est évident. Et je pense que pour l'indépendance des acteurs, ce lien d'intérêt devrait être un lien d'intérêt intellectuel et pas un lien d'intérêt financier. Et ça sera vraisemblablement un des débats de la prochaine législature. Je ne vous cache pas, personnellement, après 16 ans et avant de partir du Parlement fédéral, j'ai peu d'espoir sur le grand engagement des partis politiques pour trouver une majorité pour renforcer ces règles de transparence. Je pense que si une impulsion doit venir, elle viendra du peuple par une initiative populaire. Oui, justement, initiative populaire, ça c'est ce qui intrigue le plus, on va dire, les étrangers. C'est ce système de poser des questions, on va dire, à la fois pour des questions qui touchent à la vie quotidienne, c'est-à-dire pour les citadins par rapport à la vie de la ville, de leur cité, mais également, lorsque des grandes décisions sont prises au niveau du pays. Ça, c'est quelque chose qui intrigue. Comment on arrive à discerner et à laisser faire le peuple? Est-ce que c'est très difficile pour des étrangers de comprendre que ce soit toujours que finalement il y a une certaine d'organisation et que les Suisses, la population suisse, sache faire la différence entre ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment essentiel et le reste. Comment est-ce que vous arrivez comment vous expliqueriez ça, justement? Il y a plusieurs facettes. D'abord, par exemple, j'observe comme président du Conseil national à travers les voyages et les visites de parlementaires, de présidents de parlements étrangers en Suisse, j'observe, je dirais, plusieurs postures. D'abord, une posture, entre guillemets, d'émerveillement. C'est votre démocratie directe qui intègre la société civile, cette décentralisation par le fédéralisme qui est très proche des gens, cet engagement massif de la population, parce que 2600 communes à peu près, 26 cantons et demi-cantons, la Confédération, ça fait plusieurs milliers d'élus, donc ça fait plusieurs milliers de personnes qui portent l'intérêt collectif, et c'est un élément important. Donc il y a une espèce d'émerveillement sur cette organisation politique,
Et puis, il y a, je dirais, cette fascination sur la possibilité de la population, c'est-à-dire de la société civile, de s'exprimer. Et par exemple, c'est ce que j'ai expliqué lors de mon intervention à l'ONU à fin août, début septembre, lors de la réunion des présidents de parlement. Dans toute une série de pays du monde, on parle de la société civile. On parle beaucoup de la société civile. Mais la société civile, en fait, elle se limite au corps électoral qui élit. Puis à partir du moment où il a élu, eh bien, il ne fait plus rien. Et chez nous, la société civile, elle élit. Mais ensuite, la société civile, elle participe complètement au processus de décision. Ça veut dire que lors des procédures de consultation, toutes les franges de la population suisse peuvent prendre position sur un projet de loi. C'est-à-dire que systématiquement, il n'y a pas un projet d'acte législatif qui sort d'un parlement cantonal, d'un parlement fédéral, sans avoir passé le crible de la consultation, c'est-à-dire que tous les milieux concernés s'expriment. Et ensuite, ces milieux concernés sont associés au processus de décision, c'est-à-dire qu'ils sont auditionnés par les commissions, et puis si à la fin du processus parlementaire, ces milieux concernés, ça peut être des associations de médecins, des associations de l'industrie pharmaceutique, ça peut être des associations représentant les milieux de la recherche, de l'innovation, des transports, enfin tous les domaines de politique publique. Si à la fin ces milieux ne sont pas contents, eh bien, ils peuvent brandir le référendum, lancer un référendum, récolter 50 000 signatures et il y a une votation populaire. Donc, chez nous, il y a une espèce de dynamique naturelle autour de l'intégration de la société civile qui fait complètement partie du processus. Et on revient un peu aussi sur la question des lobbies, parce qu'ils sont tellement présents, les acteurs de la société civile, que parfois, ce sont même eux qui rédigent des propositions pour les députés. Donc ça, c'est, je dirais, une dimension un peu d'émerveillement qu'on découvre dans toute une série de pays étrangers qui sont un peu fascinés. L'autre réaction, c'est dire, finalement, comment est-ce qu'on peut gouverner un pays avec autant d'acteurs? La Confédération, 26 cantons et demi-cantons, 2500 et quelques communes, avec dans chaque niveau institutionnel une possibilité d'initiative populaire, une possibilité de référendum. Donc finalement, qui est-ce qui donne la ligne et qui est-ce qui est crédible? Quand le gouvernement dit quelque chose ou propose quelque chose, le Parlement, dans un système de concordance et dans un système de consensus, ne fonctionnera pas de la même manière que le projet de loi d'un gouvernement majoritaire qui transmet son projet à un Parlement majoritaire et qui le fait passer rapidement. Donc chez nous, une des questions qui interpelle, mais en tout cas les autres étrangers que j'ai rencontrés cette année, c'est qui pilote. Qui pilote l'affaire? Alors le peuple a parfois du bon sens. Certains disent le peuple a toujours raison. Moi, je ne partage pas du tout cette analyse. Le peuple peut aussi se tromper comme tous les autres acteurs de la société. Il n'y a pas de raison que le peuple ait plus raison qu'autre chose. Par contre, quand le peuple a décidé, on doit faire avec la décision du peuple. Mais ça ne veut pas encore dire qu'il a raison. Mais ça, c'est une question de gouvernance qui me paraît être fondamentale. Et par exemple, dans le cadre du 9 février, l'initiative du 9 février, je dirais que depuis une année et demie maintenant, en ayant rencontré, je pense, une bonne dizaine, voire une douzaine de présidents de parlements des pays européens, il y avait une bonne synthèse il y a quelques semaines à Berne, où un président de parlement m'a dit « Bon, mais finalement, maintenant, qui est-ce qui va décider quoi ? Que fait le Parlement? Que fait le gouvernement? Que fait le peuple? Ou qui décide ?» La réponse était de nouveau, à la fin, tout le monde va décider. Le Conseil fédéral, donc notre gouvernement va proposer un message au début de l'année 2016, va proposer un message au Parlement. Le Parlement va le détricoter, le tricoter, on n'en sait rien. Et puis ensuite, il y aura vraisemblablement un référendum et c'est le peuple qui va décider. Donc voilà, on a de nouveau cette étroite alchimie, enfin cette profonde alchimie entre les niveaux institutionnels, entre les autorités politiques et la société civile, qui va amener la construction d'un projet. Donc je dirais que
le problème de la gouvernance, c'est un vrai problème. Et personnellement, je pense que dans toute une série de domaines, on devrait pouvoir renforcer ou innover un petit peu pour simplifier l'organisation institutionnelle. Je pense que c'est un défi majeur, tant pour le fédéralisme que pour le droit de référendum, d'initiative, etc. On devrait repenser peut-être les manières de fonctionner. Je pense aux relations entre la Confédération et les cantons, etc. Donc je pense qu'une grande discussion institutionnelle, pas une discussion globale, parce qu'en Suisse on n'est pas dans les grandes réformes globales, mais des réformes sectorielles devraient amener peut-être un peu plus d'efficacité, d'efficience dans la gouvernance. Mais je pense que c'est aussi à nous, pour l'instant, dans le cadre institutionnel qui est le nôtre, voilà, d'expliquer. Et c'est un grand effort. C'est un grand effort pour les parlementaires, c'est un grand effort aussi pour le gouvernement, notamment dans sa relation avec l'Union européenne, avec la Commission, voilà, d'expliquer nos processus institutionnels. C'est des processus qui ne sont pas discutables, qui ne sont pas négociables. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que de travailler dans ce cadre. Mais c'est un enjeu. Alors, c'est un enjeu dans toutes les politiques publiques. Ici, c'est clair qu'on est dans un espace qui est beaucoup plus important. Je ne sais pas quel terme il faut utiliser, mais avec des décisions qui ont la gravité des décisions, elle est peut-être plus grande cette fois-ci avec la discussion des relations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne que sur des petits sujets, parce qu'il y a quand même des petits sujets aussi qui viennent en votation populaire. Mais on a aussi dans notre culture politique un principe de ne pas discuter les aspects institutionnels en regard de l'importance des sujets. Je veux dire, un petit sujet, il est traité avec le même respect qu'un grand sujet. On a dans notre démocratie suisse, par exemple, la possibilité de déposer une pétition. Donc vous pouvez écrire au Parlement tout seul, signer votre lettre et vous faites une pétition à l'adresse du Parlement. Et cette pétition va être traitée dans le processus législatif. Mais vous pouvez aussi, hier j'ai reçu par exemple à Berne une pétition des jeunesses socialistes où il y a plus de 16 000 signatures. Donc on est déjà dans une autre forme de pétition. On a quelques quérulents en Suisse qui déposent des pétitions à répétition dans tous les domaines. Voilà, ils viennent, mais on les traite avec tout le soin, alors peut-être pas toute l'intensité d'un grand objet, mais en tout cas dans le processus, les étapes sont systématiquement franchies. Et ça fait partie de notre culture. Donc voilà, il n'y a pas de petits thèmes, mais il y a des grands thèmes qui poseront d'autres questions, plus politiques alors, plutôt que procédurelles. Mais c'est vrai que la gouvernance, elle est parfois difficilement compréhensible à l'extérieur de nos frontières. Vous avez parlé de 9 février, et je vous remercie. J'aimerais savoir une chose. Le 9 février 2014, c'est le résultat de ce référendum tombé dans une Union européenne qui était tranquille, avec quelques petits problèmes avec la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Aujourd'hui, la donne a changé quand même. L'Union européenne d'aujourd'hui n'est pas l'Union européenne de février 2014. La Suisse est toujours en discussion avec l'Union européenne, mais l'Union européenne d'aujourd'hui, elle construit des murs, des barbelés, elle se protège. Donc, est-ce que ça change la situation d'aujourd'hui, de l'Union européenne d'aujourd'hui? Est-ce que ça a une quelconque influence dans les discussions bilatérales, pour le moment bilatérales, entre la Suisse et l'Union? Bon, comme président du Parlement, je n'ai pas accès aux pratiques gouvernementales parce que c'est maintenant le gouvernement qui travaille. Ce n'est pas une question qui est en main du Parlement. Par contre, comme président du Parlement, on a une mission très claire de relation avec les présidents et les députés d'autres pays, une mission d'information, d'échange sur notamment notre système institutionnel.
c'est évident que tout processus de décision politique est complètement intégré, imbriqué, dépendant du contexte. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Aujourd'hui, les problématiques de la migration, des conflits, c'est une problématique, j'aurais envie de dire, qui enlève un peu de pression sur la Suisse. C'est que voilà, l'Union européenne n'a pas forcément la Suisse comme priorité aujourd'hui. Mais on est dans une phase où j'aurais envie de dire, ça peut être une chance, mais aussi un inconvénient. C'est-à-dire que la chance, c'est qu'on a peut-être un peu plus de marge de manœuvre pour travailler à l'interne, parce qu'aujourd'hui, le message est quand même assez clair. C'est la Suisse, faites des propositions. C'est la Suisse, essayez de trouver une issue. C'est vous qui avez décidé de revoir les règles de fonctionnement avec l'Union européenne. Ce n'est pas nous qui avons imposé ça à la Suisse. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Conseil fédéral a lancé une procédure de consultation et il a annoncé un message pour le début 2016 qu'il va transmettre au Parlement, et on aura le débat de politique intérieure. Donc, vraisemblablement que ce débat de politique intérieure peut souffler un peu plus facilement parce que du côté de l'Union européenne, on a peut-être d'autres soucis, mais en même temps, l'Union européenne attend ce qu'on va leur proposer, ce qu'on va lui proposer, pardon. Donc, je dirais que c'est pas forcément un élément déterminant, parce que l'initiative populaire avait une date butoir, c'est-à-dire qu'il faut une solution pour mars 2017. Donc peu importe les préoccupations dominantes au sein de l'Union européenne, nous on doit trouver une solution pour appliquer cette initiative populaire après 3 ans. Donc on a de toute façon une pression pour nous qui est énorme. La pression du temps, 3 ans dans le système suisse, c'est extrêmement court. C'est extrêmement court, ça veut dire que vous devez, si on fait un petit focus sur le temps, si le Parlement traite à la session de mars une partie du projet, une première discussion sur le projet du Conseil fédéral, ce qui paraît extrêmement rapide, eh bien, l'autre conseil traiterait ce projet en juin. En fonction du contenu, on pourrait éventuellement faire déjà le traitement des divergences et finaliser le projet en juin. Si ce n'est pas en juin, c'est septembre. Ensuite, vous devez avoir un délai référendaire. Il y aura certainement un référendum. Donc 3 mois pour récolter des signatures. Donc si on finit en juin, c'est septembre. Si on finit en septembre, c'est décembre. Ensuite, le Conseil fédéral doit organiser une votation populaire. Donc si c'est septembre, on pourra fixer la votation populaire peut-être en novembre. Et là, on sera prêt. Ou si c'est en septembre, délai référendaire en décembre, on pourrait peut-être voter à fin février. Donc vous voyez que le délai est extrêmement court dans le système institutionnel suisse. Donc dans tous les cas de figure, il y a une pression très forte. Il y a une pression très très forte. Puis ensuite, c'est ce qui est peut-être ce qui est particulier dans ce processus-là, c'est qu'une fois que la Suisse aura fait son travail, c'est l'Union européenne qui va dire ce qu'elle en pense. Est-ce qu'on est d'accord ou est-ce qu'on n'est pas d'accord? Et on est dans une situation assez intéressante, mais aussi assez difficile, d'avoir à la fois à décider à l'interne, mais à dépendre d'une décision des autres. On n'est pas seul décideur. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu nouveau, dans je dirais, le processus suisse, et qui est un peu nouveau aussi pour la mentalité des parlementaires. Je veux dire, la question du secret bancaire, c'est une bonne illustration. Ça a pris des années, ça fait des dizaines d'années qu'il est dénoncé. Et tout d'un coup, il y a une accélération. Cette session de septembre, on a discuté de l'application des critères Conseil de l'Europe, OCDE. Mais c'est un processus qui a duré des années pour se faire à l'idée qu'à la fin, on va adhérer à une approche qui est préparée par d'autres. Où on va adhérer à une réflexion plus large et on n'a pas seulement un statut d'exception. Et ça, c'est un phénomène qu'on va retrouver avec ces accords bilatéraux.
voilà, maintenant il y a toute une série de processus qui sont en cours. Il y a des discussions vraisemblablement très très techniques, contingents, clauses de sauvegarde, etc. Mais ensuite, on va arriver au Parlement à une discussion beaucoup plus politique. Et voilà, je pense que ça sera d'abord une affaire de politique intérieure et de capacité de la politique intérieure à véritablement procéder à une bonne pesée des intérêts. Alors, est-ce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le peuple suisse est suffisamment sage pour peser les intérêts? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que dans notre culture, vous savez, il y a une autre alternative, il y a une initiative populaire qui a récolté maintenant suffisamment de signatures, hein, et qui demande tout simplement de biffer cet article constitutionnel qui avait été introduit. Donc c'est assez intéressant de voir la contre-initiative populaire, qui est... Alors l'article a été introduit le 9 février. Voilà, donc il y a un collectif, notamment de professeurs, etc., plutôt de la société civile et pas tellement les partis politiques, qui a récolté maintenant 100 000 signatures, qui va déposer cette initiative. Et eux la présentent dans le plus grand respect du système institutionnel suisse en disant c'est le plan B. Hein, le plan A, c'est au gouvernement, au Parlement de le trouver. Mais si vous ne trouvez pas d'issue, eh bien, on demandera au peuple en fait, de revoter sur cet article constitutionnel. Et c'est quelque chose d'assez particulier. C'est quelque chose qui est étrangère à l'approche traditionnelle du respect démocratique qu'on a. Hein, donc, et d'ailleurs, les partis politiques sont très prudents. Il y a quelques semaines, quand les auteurs de l'initiative ont annoncé avoir récolté suffisamment de signatures, tout le monde est resté assez prudent en disant attention, on n'est pas dans un pays où on peut dire voilà, le peuple a voté, vous avez voté faux, on va revoter, il faudra corriger. Hein, cette culture, ce n'est pas notre culture politique. Donc les acteurs sont sont très préoccupés de dire voilà, le peuple a décidé, on doit essayer de mettre en œuvre cette décision. Et ça ne facilite pas le processus, mais ça fait partie. Voilà. Il y a toujours un plan B qui est maintenant une possibilité de revenir à la situation antérieure. Merci. On va peut-être donner la parole à la salle. Si quelqu'un veut poser des questions, s'il vous plaît, voulez-vous vous présenter avant de poser votre question? Merci. Il faut appuyer. Voilà, pardon. Bonjour, je suis Patrick Dimier, je suis député suppléant au Grand Conseil à Genève. Je voudrais juste rebondir, avant de poser ma question, sur votre observation quant à nos institutions. Je vous remercie d'une lecture aussi limpide. Elle est parfaitement conforme à nos habitudes et us et coutumes. Il y avait un débat hier soir sur Forum, peut-être l'avez-vous entendu, sur cette question très précise, et qui disait que le peuple suisse n'aime pas du tout qu'on revienne lui poser une question avant même qu'on ait trouvé l'outil juridique qui permette de répondre à la première question. Donc ça s'appelle RASA, je crois. Alors déjà, le nom de l'initiative est tellement agressif que je doute que ça ait une bonne portée. Et deuxièmement, le peuple suisse, chaque fois qu'on lui a fait le coup, a donné une réponse encore plus claire que celle qu'il avait donnée le coup d'avant. Et donc je trouve que c'est dommage parce qu'avec 50,3, ça me paraissait évident que les 100 000 signatures étaient obtenables, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas laissé le temps à la fois au processus législatif, mais aussi au processus gouvernemental et diplomatique, d'aller à son terme et après, une fois peut-être un échec constaté, lancer une nouvelle initiative. Là, on est clairement dans nos habitudes. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on risque de se retrouver, si vous me passez l'expression, comme une poule avec un couteau. C'est-à-dire qu'on a bien un instrument pour trancher, mais la poule, malheureusement, elle ne sait pas l'utiliser. Et donc, on va avoir un sévère problème. Mais ce n'était pas le sens de l'objet de ma question. Mais je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir été, en tout cas, avec une lecture claire et limpide de nos processus. Et pour ça, je vous remercie. Ma question. Dans la prochaine législature, nous allons devoir nous occuper un tout petit peu
du retour de la BNS dans un giron qui soit un peu moins boy scout ou rock'n'roll que ce que nous avons aujourd'hui. Je veux juste parler du fait que cette institution centrale pour le pays et pour son économie, mais aussi pour sa politique intérieure, est aujourd'hui a complètement échappé au peuple et complètement échappé au contrôle démocratique que vous exercez comme parlementaire. Et donc la question se pose, sur la BNS, quelle est l'opinion dominante, je dirais, du Parlement, et à défaut de vous-même, puisque vous ne pouvez pas vous exprimer à titre personnel, mais au nom de votre institution. Et la deuxième question, c'est que fait-on avec la FINMA, à laquelle le Parlement a trouvé bon, utile, pertinent, à mes yeux de manière très impertinente, l'occasion de légiférer seul, sans aucun débat démocratique, en publiant et en promulguant des ordonnances qui échappent totalement à la compréhension et de l'économie et de la politique. J'ai été un peu long, je n'ai pas votre habitude. Merci beaucoup. Vous avez la... J'aimerais quand même encore dire juste un petit mot sur le processus par rapport au 9 février, à cette initiative. Les auteurs d'initiative c'est vrai que le nom Raza, il est un peu carré et dur, mais je pense qu'ils se veulent inscrits dans une dynamique vraiment constructive. C'est pas des partis politiques, c'est pas des frondeurs. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore déposé leur initiative. Ça peut avoir une certaine importance dans le calendrier, puisque nous avons, dans le traitement d'une initiative populaire, des échéances, des délais, etc., qui sont assez clairs. Donc voilà, de repousser le dépôt de l'initiative. Pour l'instant, ils ont fait une annonce en disant on a les 100 000 signatures. Donc cette initiative, elle est là. De repousser le dépôt de l'initiative jusqu'au terme de l'échéance qui est attribuée au dépôt, ça peut avoir des répercussions de plusieurs mois ensuite dans le traitement de l'objet. Voilà, ça pourrait laisser un souffle, une marge de manœuvre quand même au travail gouvernemental et parlementaire qui doit se faire. Donc et là, le Conseil fédéral a été très clair. Donc c'est le début de l'année. Il avait annoncé juin 2015, ça va pas, donc après novembre, maintenant c'est début de l'année 2016, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils peuvent pas, donc là on est vraiment le délai le plus serré, mais je pense qu'il y a avec l'initiative aussi sur l'aspect du temps, une possibilité de ne pas avoir une pression trop forte, parce qu'effectivement vous avez expliqué aussi le sentiment de la population. Et si j'ai dit que tous les partis étaient réservés, c'est qu'aujourd'hui, tous les partis de gauche à droite disent si on revote aujourd'hui, comme ça, cette initiative, on perd. La même chose, mais avec 4 ou 5 points % en plus. Donc, ça serait une catastrophe. Voilà, pour la Banque nationale suisse et la FINMA, là, on est au cœur d'une problématique qui nous inscrit vraiment dans toute la perspective de l'indépendance de cette autorité. Voilà, l'indépendance de la Banque nationale suisse, ça fait partie de ces grands principes comme l'indépendance des autorités judiciaires, des grands principes qu'on n'a pas tellement envie de toucher. Alors la question elle se pose, et moi je l'ai vécu cette année comme président avec plusieurs présidents de Parlement européen, et le dernier en date, c'était le président du Parlement suédois, il y a 10 jours, qui était très préoccupé en disant, voilà, nous, avec la couronne suédoise, on a un peu le même statut que le franc suisse dans notre région, etc. Comment vous faites, etc. Alors, on a eu deux réactions, et vous les connaissez autant que moi. C'était d'abord une réaction de très grande surprise par rapport à ce degré justement d'indépendance, d'une indépendance qui n'est pas simplement une indépendance institutionnelle, juridique entre le Conseil fédéral et la Banque nationale, mais qui allait beaucoup plus loin. C'était en fait une indépendance totale, c'était un mur entre les deux, et ça a choqué les acteurs politiques. C'était de dire,
on est quand même étonné de savoir après coup, quand le Conseil fédéral a été informé, comment il a été informé. Voilà, en fait, on l'a informé, mais il n'en savait pas grand-chose, et il n'a rien pu dire, etc. Donc, à partir de là, il y a eu deux discussions, et ces discussions, elles sont complètement ouvertes. Et vous avez raison quand vous dites c'est un sujet qu'il va falloir discuter. Je ne suis pas sûr. Je pense aussi qu'il va falloir discuter, mais ça, c'est plutôt en fonction de ma vision et de ma posture politique. Mais je ne suis pas certain qu'institutionnellement, ça se bouscule ces prochains mois, voire ces prochaines années pour le discuter. Mais après, il y avait deux choses. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut intervenir et modifier l'arsenal juridique qui dit on établit d'autres relations entre la Banque nationale et l'autorité politique, ou est-ce qu'on se limite à un dialogue? C'est-à-dire qu'il faut au moins qu'il y ait une concertation, qu'il y ait un dialogue, mais si on entre dans une dynamique dialogue, alors on ne fait qu'un bout du chemin, on dit, bon, il faut qu'il y ait une concertation, il faut qu'il y ait un dialogue, mais ça veut dire quoi? Partout où on a du dialogue, et on l'a avec d'autres institutions, notamment les institutions qui sont sorties du cercle de l'administration et qui ont des mandats publics, je ne sais pas, les CFF, Swisscom, la Poste, la RUAG, enfin, toutes ces grandes entreprises avec lesquelles on a un dialogue. Mais après, le dialogue, ça veut dire quoi? Le dialogue, ça veut dire prendre acte de ce qu'ils font. En quel cas, c'est plus un dialogue. Ou est-ce que le dialogue, ça veut dire on donne quand même une recommandation, mais alors on va s'immiscer dans leur indépendance? Moi, j'ai l'impression, pour vous répondre sincèrement, qu'aujourd'hui, les idées ne sont pas claires du tout. Les idées ne sont pas claires du tout. Du côté, voilà, sur l'échiquier politique, on a entendu le Parti socialiste, on a entendu les syndicats ouvriers être très durs en disant voilà, il faut réintroduire le taux plancher. Voilà, on entre dans une dynamique où on impose à la Banque nationale une action qui est totalement contraire à son indépendance. Et puis, de l'autre côté, on dit, bon, ce Francfort, du point de vue économique, ça pose des problèmes, etc. Mais on ne fait pas le pas de reconsidérer de manière plus volontariste son positionnement. Alors, je n'ai pas vérifié, il faudrait vérifier, on pourrait le faire assez facilement. Est-ce qu'il y a des interventions parlementaires qui sont maintenant dans le pipeline pour revoir l'indépendance de la Banque nationale? Franchement, honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié cette affaire. Mais dans la discussion générale, moi, je sens pour l'instant les acteurs plutôt sur les pattes arrière. Alors oui, on peut avoir un discours plus ou moins clair, mais sur les pattes arrière du point de vue de l'interventionnisme ou pas. Donc, je sens une certaine retenue, je sens certaine... plus que la retenue, même la peur d'aller mettre le doigt dans un engrenage qu'on ne maîtriserait pas. Alors, maintenant, ce qui me manque dans ma réflexion, parce qu'en plus, je ne suis pas un spécialiste de ce domaine-là, voilà, c'est ce qui se passe au niveau du Conseil fédéral. Ce qui se passe au niveau du gouvernement. Est-ce que cet épisode-là amène une rediscussion des relations entre l'autorité politique et la Banque nationale suisse? Je ne sais pas. On a avec la Banque nationale suisse quand même des espaces aussi de négociation. Je pense par exemple à la rétribution qui est faite par la Banque nationale suisse à la Confédération et au canton sur ses bénéfices. Donc là, il y a un espace de négociation sur les bénéfices. Maintenant, sur le fonctionnement, moi, je n'ai pas l'impression que les gens sont mûrs pour l'instant à vouloir intervenir de manière trop catégorique. Mais Sur la FINMA, à mon avis, sur la FINMA, vous avez, si j'ose me permettre, je ne voudrais pas voler la parole à quelqu'un. Sur la FINMA, vous avez... Ah, pardon. Voilà. Sur la FINMA, vous avez un levier très, très différent. Toute la discussion sur la BNS... Je me ferai un plaisir de vous offrir un petit opuscule que j'ai publié récemment, parce que je fais une proposition, mais on en discutera en dehors de ce cercle. Mais sur la FINMA, vous avez un vrai levier. Sur la BNS, on peut discuter son indépendance. Je pense que vous avez une approche
en tout cas clairvoyante de la situation. Sur le plan politique, à mon avis, vous avez... C'est juste, ce que vous dites est juste. C'est un terrain très très miné et il est compliqué d'y aller par la voie politique et je pense qu'il faut laisser venir. Mais sur la FINMA, la situation est complètement différente. La FINMA, c'est le régulateur. C'est le régulateur qui est aujourd'hui géré par des privés et sans aucun contrôle démocratique. C'est-à-dire que le Parlement s'est dessaisi de ce qui est sa prérogative, c'est d'émettre de l'outil législatif. Les ordonnances de la FINMA s'imposent. Donc elle rentre dans le corpus législatif fédéral. Et là, je pense qu'il y a un véritable levier. Et si le 18 me donne chance, j'aurai peut-être le plaisir d'en discuter avec vous comme conseiller national. Malheureusement pas, parce que je pourrais au mieux vous saluer le 20 novembre, mais je serai, comme je ne suis plus candidat, je ne serai plus dans la maison. La Suisse perd pas quelqu'un de... Voilà, alors, j'ai pas grand-chose à ajouter. Moi, je partage votre point de vue sur la question de la FINMA. Ça fait du grand débat. Ça fait du grand débat et voilà, on est toujours... on n'est pas toujours très cohérent, à mon avis. Entre la dynamique on dérégule ou la dynamique on régule, mais on régule où et comment. Et je pense qu'il n'y a pas toujours une très très grande cohérence dans les démarches. On a d'autres acteurs, mais qui ont un autre rôle. Et la FINMA, c'est clair que c'est du point de vue normatif une procédure différente, mais voilà, on peut penser à la protection des données, on peut penser aux surveillants des prix, voilà, mais qui font des recommandations au Conseil fédéral. On n'est pas dans la même puissance. L'appareil de la FINMA est beaucoup plus fort. Parfait. Vous avez d'autres questions dans la salle? Oui, madame. Ouais, moi, je suis citoyenne du monde avec un passeport suisse. Et j'ai des commentaires et puis des questions. Donc, c'est surtout, je me sens toujours très irritée quand on parle des seniors qui se roulent qui ont des retraites, etc. Je suis née en 1945, en février, donc encore pendant la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et l'AVS n'existait pas encore. Et si mes souvenirs sont bons, c'est en 1945 que les Suisses ont accepté l'AVS et les assurances sociales. Et ils savaient très bien pourquoi. Et c'était un acte citoyen et un devoir civique. Et je pense qu'on oublie très souvent que finalement cotiser à ces assurances, c'est aussi un acte civique, une responsabilité citoyenne. Et aussi dans et finalement aussi pour l'assurance maladie jusqu'en 1995, il y avait un équilibre entre les prestations et c'était une assurance maladie, tandis qu'elle est devenue un commerce de prestations aujourd'hui. Enfin, c'est mon expérience. Et je pense que ça montre aussi la complexité du système suisse. Il y a peut-être des fonctionnaires ou des personnes qui ont travaillé dans le privé pendant des années, parce que le deuxième pilier a été introduit que, je pense, autour de 75 ou... 85. Non, mais je pense qu'il était introduit en 75, mais pas obligatoire. Il est probablement devenu obligatoire, parce que moi, j'ai fait un deuxième pilier volontaire, parce que c'était proposé depuis 75, mais devenu obligatoire, je ne sais plus exactement quand. Donc, de ma génération, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de deuxième pilier, parce qu'aussi, ils ont souvent interrompu la profession parce qu'une fois qu'ils ont une famille, ils élevaient les enfants, etc. Mais aussi, souvent, les femmes, quand ils ont divorcé, ils n'avaient pas une AVS très petit. Enfin, il y a beaucoup de gens parce que qui actuellement vivent vraiment, qui n'ont pas de deuxième pilier, qui vivent vraiment au seuil de pauvreté, et que parce que tout simplement ces assurances n'existaient pas comme c'est aujourd'hui. C'est votre question? La question aussi, parce qu'on ne demande jamais, pourquoi on ne demande jamais aux citoyens
c'est toujours un peu les mêmes personnes qui sont dans les forums et dans les trucs. Pourquoi on ne demande pas aux citoyens, aux plusieurs catégories de citoyens qui ont vécu cette époque, ce qu'ils pensent de la situation. Oui, moi comme citoyen. Donc vous voulez maintenant poser la question? Oui, maintenant c'est deuxième. Là, justement, ça c'est pourquoi on ne demande pas aux citoyens ordinaires, aussi aux sociétés civiles, comme vous voulez, pas seulement à certaines personnes, comment ils vivent la situation. Et l'autre, c'est beaucoup de citoyens suisses, ils ne votent pas pour des partis, mais pour des candidats capables de gouverner. Mais on ne parle jamais de ces citoyens-là, ou presque très peu. D'accord. Ça sera la deuxième question, donc. Pourquoi, en fait, on ne parle jamais? D'accord. Finalement, le but, c'est d'avoir des personnes, c'est pas avoir des partis au gouvernement, mais c'est d'avoir des personnes capables de gouverner. Voilà, vous avez 2 questions, Monsieur le Président. Voilà, alors très brièvement, l'AVS qui a été acceptée par le peuple suisse à 80% de taux d'acceptation en 1947, ce n'est pas simplement un acte citoyen, madame, je m'excuse, mais c'est un combat politique qui a duré 50 ans, qui a commencé à la fin du 19e siècle, pardon, et puis qui a passé par des étapes qui a intégré notamment les citoyens. Par exemple, en 1918, Pro Senectute a été fondé à l'époque, non pas pour prendre en charge les personnes âgées comme aujourd'hui, mais pour être le lobby de l'AVS, de la future AVS. Et il a fallu, le peuple suisse, quelques années avant, a refusé l'AVS. La première loi sur l'AVS, qui était presque la même d'ailleurs que la deuxième, a été refusée par le peuple suisse, et il a fallu la Deuxième Guerre mondiale et l'introduction des allocations de perte de gains sur le modèle de la loi sur l'AVS qui avait été refusée, pour qu'on comprenne que ce système pouvait fonctionner. Et puis à la fin, on s'est dit, ah bah finalement, il a fonctionné, pourquoi on ne le garderait pas? Mais ce que je veux dire là, c'est qu'il y a un vrai combat, politique qui s'est passé en 1972 avec le vote sur l'article constitutionnel des 3 piliers. La LPP, si on veut, la prévoyance, elle existe à peu près depuis 1850. Ça a été fondé par les entreprises. Quand la LPP est devenue obligatoire au 1er janvier 1985, il y avait plus de 10 000 entreprises qui étaient libérées de rendre des comptes, qui appliquaient de la LPP, etc. Donc c'est vraiment une construction de la société civile. Et ça, c'est important de le dire, parce que vous dites les citoyens. Mais le système de prévoyance vieillesse suisse, avant d'être un système d'assurance sociale publique, c'est un système totalement privé, fait par les citoyens et plutôt par les entreprises. L'assurance chômage, c'est la même chose. La caisse des typographes, 1856. Donc ça, c'est assez intéressant de ne pas l'oublier. La même chose pour la caisse maladie. Vous avez parlé de la caisse maladie. L'assurance maladie obligatoire, c'est la loi de 1994 qui est entrée en vigueur au 1er janvier 1996. Elle a introduit l'obligation d'assurance, donc on avait la vraie assurance sociale, mais, et c'est un particularisme suisse, exactement comme la LPP, exactement comme les caisses d'assurance chômage, on a pris les acteurs qui existaient, puis on leur a donné un mandat public. Les assurances maladie, elles existent depuis la deuxième partie du 19e siècle, et puis on leur a donné un mandat public, mais on a dit, on va introduire dans le domaine des caisses maladie la concurrence. Alors c'est ça qui explique maintenant qu'on a passé d'une mutuelle d'assurance maladie à une assurance maladie qui est partiellement privée, partiellement sociale, donc c'est assez particulier. Donc ce que je voulais tout simplement vous dire, c'est que les citoyens, ils ont toujours été partie prenante. Il n'y a pas une seule révision d'assurance sociale qui n'est pas validée, peu importe qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le contenu, mais les grandes réformes, la 8e révision de l'AVS, la 10e révision de l'AVS, la 11e qui est tombée, c'est chaque fois le peuple qui a décidé ce qu'il voulait. Et il y a un engagement citoyen extrêmement fort sur ce domaine. Maintenant, sur la question de comment vivent les gens, c'est une question extrêmement importante, notamment par rapport à la problématique de la pauvreté. J'en parle volontiers, mais très brièvement, parce que c'est mon métier. Moi, je suis professeur de politique sanitaire et sociale, et je suis spécialiste d'évaluation de ces politiques-là.
Et ça fait depuis 1985 que je travaille là-dedans. J'ai fait ma thèse sur la transparence des politiques publiques, notamment les questions statistiques. Donc, ça a été un enjeu politique majeur, par exemple, pour développer en Suisse une statistique de la pauvreté. Il a fallu se battre pendant un quart de siècle. Et pour ceux qui sont un peu plus âgés, se rappellent vraisemblablement des professeurs Pierre Gillan, Keller Hals, Jean-Pierre Franière, etc., qui en Suisse romande ont été les porteurs de cet engagement politique pour dire on veut comprendre la pauvreté. D'abord chez les rentiers, parce que c'est là qu'il y avait les grandes poches de pauvreté. Puis maintenant, on a développé des outils statistiques, puis on se rend compte qu'on voilà, comprend. Maintenant, on commence à comprendre où est la pauvreté. On a beaucoup compté les pauvres, hein, mais voilà, tout simplement vous dire que voilà, on essaye vraiment de comprendre la révision de la prévoyance vieillesse qui a lieu actuellement. C'est une révision qui est fondée sur toute une série d'études statistiques très approfondies qui essayent de voir quelle est la situation des gens. Et on sait aujourd'hui qu'il y a 900 000 rentiers en Suisse qui n'ont que l'AVS, donc qui n'ont pas de deuxième pilier. Il y en a plus du double. Il y a 1 100 000 rentiers qui ont l'AVS et la LPP, un bout de la LPP ou beaucoup de LPP, ça dépend des années d'entrée dans le système. Mais c'est un vrai problème et c'est un des problèmes qui est traité aujourd'hui. Maintenant, sur le vote des partis et des personnes, on doit distinguer deux choses. Vous avez raison, on observe, et cette campagne électorale des élections fédérales nous montre un individualisme qui n'a certainement jamais été atteint jusqu'à présent des campagnes. Le nombre de campagnes, par exemple dans mon canton, le canton du Valais, c'est une addition de campagnes individuelles plus que de campagnes de partis, plus que de campagnes de listes. Mais on a deux types d'élections. Les élections au Parlement, en principe, c'est des élections au système proportionnel. Alors, qu'on veuille privilégier les candidats, les personnes, les personnalités, oui. Mais pour que le vote soit utile dans un scrutin proportionnel, il faut prendre une liste. Voilà, ça vous pouvez voter, vous pouvez prendre une liste blanche et vous mettre des noms, mais votre vote, il a un poids nul, quasiment, parce que, oui, si vous prenez la liste d'un parti où il y a 15 noms dessus, ça fait 15 suffrages pour ce parti. Si vous prenez une personne qui est sur cette liste et puis que vous la mettez sur une liste, c'est un suffrage pour cette personne et c'est tout. Donc peut-être que cette personne aura suffisamment de voix, mais son parti n'aura pas assez de listes et puis il ne sera pas élu. C'est pour ça que je veux dire, il n'est pas très utile le vote. Alors, il peut faire la différence à la fin. Voilà, on sait qu'il y a des gens qui sont élus à 1 ou 2 voix, ça arrive, donc ça fait, chaque voix compte, ça c'est clair. Mais c'est le propre d'un système proportionnel. Après, vous avez des élections au gouvernement. Vous avez là des élections qui sont au scrutin majoritaire, et là, vous pouvez voter la personne. Peu importe que la personne soit sur une liste ABCD, ou à la fin, c'est un nom, une voix. Alors, au Conseil des États aussi, c'est comme ça, pas partout. Pas partout. Par exemple, le canton de Neuchâtel, c'est un scrutin, le canton du Jura, c'est un scrutin proportionnel au Conseil des États. Voilà, donc, vous avez raison, je pense que beaucoup de citoyens le disent assez clairement, nous on vote les gens. Mais il faut savoir que dans le système, voilà, pour voter les gens, il faut que la liste du parti sur laquelle se trouve la personne ait un élu. Et ça peut être parfois handicapant pour voter uniquement les gens sur un système proportionnel. Merci beaucoup. Il y a encore une question dans la salle, s'il vous plaît. Oui. Ah, ça s'est enlevé. J'aurais 2 questions en fait. La première, c'est en partant de l'exemple des migrants, où tout le monde sait qu'un migrant avec de l'argent, ça s'appelle un touriste, et plus un migrant. Et d'ailleurs, on sait que beaucoup de Suisses, de retraités suisses, partent vivre à l'étranger parce que leur AVS, parce qu'ils n'avaient pas de deuxième pays, leur AVS ne suffit pas pour vivre en Suisse, alors qu'on est presque riche quand on est en Grèce ou en Bolivie. Enfin, j'en ai rencontré dans ces pays-là, c'est pour ça que je sais. Des gardiens d'école, des gens avec été modestes et qui peuvent vivre seulement là-bas, en fait, ils ne peuvent plus vivre en Suisse. Finalement, on se rend compte que la création monétaire d'un pays, c'est ce qui crée sa richesse. Et c'est vrai que la création monétaire en Suisse est assez importante, mais le problème, c'est qu'on ne la connaît pas. Comme vous parliez de statistiques, il n'y a aucune statistique, même pas publiée par la BNS, dont ça devrait être le travail, pour donner les vrais chiffres de la création monétaire cumulés en Suisse.
Donc, est-ce que vous trouvez ça normal? Premier point. Deuxième point, mathématiquement, on peut prouver que le bilan des banques suisses, c'est en fait ce qui reste de la création monétaire qu'elles n'ont pas détruit aussitôt, pour éviter de laisser des traces. Et le bilan des banques suisses, en francs suisses, c'est de l'ordre de 1600 milliards. Et elles créent chaque année, on le voit par les augmentations de bilan, entre 100 et 200 milliards. Or, le budget de la Confédération, c'est 64 milliards. C'est-à-dire que le budget de la Confédération est inférieur à la création monétaire sans travail et sans impôt des banques en Suisse. Le citoyen et ses représentants, vous contrôlez le budget de la Confédération, 64 milliards, mais les citoyens n'ont aucun poids sur les 1600 milliards gérés par les banques, pour leur nom propre. Donc, est-ce qu'on peut appeler démocratie un pays dans lequel les décisions économiques sont prises à plus de 97%, si on fait le calcul, par des personnes privées, alors que la démocratie directe et représentative ne joue que sur 3% du budget du pays? Merci. Alors, sur les statistiques de la création monétaire, la statistique, c'est un enjeu de politique publique, un enjeu politique tout court. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la pauvreté. On pourrait prendre l'exemple de la prévoyance professionnelle. C'est en Suisse 800 milliards de francs. Pour avoir un minimum de transparence sur cette histoire-là, il a fallu 20 ans de combat. Donc moi, je pense qu'on doit renforcer absolument cette transparence autour de la création monétaire. Le Conseil national a voté dans le cadre de la question de la crise économique une motion de l'UDC il y a 10 jours qui demande quasiment de supprimer l'Office fédéral de la statistique. C'est une forme de réponse. C'est une forme de réponse. Donc voilà, cette motion, elle a été acceptée. Il y a une majorité au Parlement qui veut reconsidérer toute une série de prestations de l'Office fédéral de la statistique. Et ça m'amène à la deuxième question. Bilan des banques. On est dans un État qui fonctionne avec un certain nombre de principes. Alors, on connaît fédéralisme, démocratie directe, semi-directe, etc., consensus, mais il y en a deux autres qui sont fondamentaux. Alors moi, je ne les partage pas toujours en fonction de ma posture politique comme socialiste, mais ça s'appelle libéralisme et subsidiarité. Et si on ne comprend pas ça, moi je peux répondre oui à vos questions, je suis d'accord avec vous, personnellement. Maintenant, politiquement, le courant dominant, c'est pas ça. C'est de dire, on n'est pas forcément obligé d'en connaître plus. Et l'État doit intervenir de manière subsidiaire et très subsidiaire dans un système libéral. C'est la seule réponse que je peux apporter à votre question. Maintenant, on est dans un pays où il faudrait aussi voir comment les acteurs se comportent. Ils ne sont pas très ouverts à ce genre de choses. Et dans le cadre libéralisme et subsidiarité, ça a son importance. Il y a quelques exemples, au-delà des grandes questions financières qu'on connaît, ou des grands éléments macro que vous avez mentionnés. Il y avait par exemple à un moment donné toute une problématique sociale autour du petit crédit. Qu'est-ce qu'on fait avec le petit crédit? Est-ce qu'on plafonne les taux de petit crédit? Est-ce qu'on les limite à 15%? Est-ce qu'on les limite à 10%? Enfin, etc. Il y a eu dans les années 90, 2000, toute une série de discussions là autour. Mais c'est des tabous, il n'y a pas une motion autour de ces petits crédits qui ont réussi à faire bouger les choses. Je vous donne un autre exemple, c'est moins spectaculaire que ce que vous avez évoqué, mais c'est tout aussi révélateur. L'autre exemple, c'est le troisième pilier. La prévoyance vieillesse. On a la VS, la LPP, donc premier, deuxième pilier. Puis on a un troisième pilier qui est une épargne liée. Voilà. On épargne, on a une déduction fiscale, et puis on récupère le capital à partir de 60 ans. La transparence de ce domaine-là, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et ça a été des combats, par exemple, quand on fait la statistique du système suisse de protection sociale, en comparaison avec, par exemple, les pays de l'Union européenne, on applique Eurostat, par exemple, pour la protection sociale. Dans les comptes globaux de la protection sociale suisse, la case troisième pilier, c'est
une très grossière estimation faite à la louche quand elle figure. Parfois, elle ne figure même pas. Et là, on pourrait aussi estimer que les banques et les assurances aient l'obligation de transmettre ces informations, qui, combien, comment, quel âge, etc. Donc voilà, c'est un domaine où, voilà, moi je partage votre avis personnellement. Maintenant, politiquement, ça fait partie de ces domaines où il y a une espèce de mur, quoi. Je veux dire, ouais, c'est une paroi étanche. Je veux dire, on ne va pas toucher ça. On n'a pas à les mettre son nez là-dedans. Qu'est-ce que ça a à faire? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fonctionnement de la société? C'est un discours qui est dur, hein, voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? S'il vous plaît, en fait, je comprends la question sur le libéralisme, ça serait tout à fait normal si les banques et leur bilan étaient gagnés par le commerce bancaire. Mais la création monétaire, c'est complètement différent. C'est de la création monétaire à partir de rien. C'est-à-dire qu'ils inscrivent des chiffres sur des comptes, ils ne payent pas d'impôts dessus, il n'y a pas de travail derrière. Donc c'est complètement différent. C'est justement l'antilibéralisme, puisqu'il y a quelques qui ont le droit de le faire. Donc par contre, j'avais une question subsidiaire cette fois-ci sur le côté justement citoyen. Et vous avez dit, et peut-être ça rejoint aussi ce que disait la dame, est-ce que vous envisageriez, est-ce qu'il serait possible que le Parlement organise une formation pour tous les citoyens qui le souhaitent, organise une formation sur le travail parlementaire. C'est-à-dire que je puisse m'inscrire à une formation en continu, je ne sais pas, à la fin du mois prochain, pour apprendre comment vous travaillez. Merci. Très bonne question. Alors sur le fonctionnement du travail parlementaire, il y a des séminaires qui existent. Il y a des informations qui sont faites. Maintenant, il n'y a pas un cursus qui est organisé auquel on peut s'inscrire, etc. Mais il y a des formations qui sont mises sur pied ad hoc pour des groupes particuliers. Et ça existe, ça peut se faire. Maintenant, on n'a pas... On a une formation générale au fonctionnement du Parlement, au rôle des institutions, notamment avec des visites qui sont organisées au Parlement fédéral. Il y a chaque année 100 000 visiteurs qui passent au Palais fédéral. Il y a des milliers de classes d'école pour lesquelles voilà, il y a une information, comment ça fonctionne, quelles sont les références constitutionnelles, d'où viennent les gens, comment les dossiers sont traités, etc. Donc là, il y a une information générale qui est faite. Maintenant, le Parlement, on le fait avec des parlements étrangers. On a de nos responsables, soit des élus, soit les services du Parlement qui collaborent. On a maintenant un projet avec le Parlement tunisien, on a un projet avec le Parlement du Cambodge, voilà, des projets de coopération sur les modalités de fonctionnement. Ici, je sais qu'il y a des formations qui ont été faites, par exemple, pour les journalistes parlementaires qui sont accrédités à Berne. Il y a des séances d'information qui sont faites, donc c'est tout à fait envisageable. Maintenant, là, on n'a pas un cours qui existe de manière permanente auquel on pourrait s'inscrire. C'est plutôt à la demande. Bien, pour finir, je veux juste donner la parole à Catherine pour une toute petite question à la fin. Comme vous savez bien synthétiser vos réponses, j'en profite. 2 petites questions. L'une sur la réforme des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui intéresse aussi la presse étrangère. Et la deuxième petite question aussi, c'est naturellement la sortie du nucléaire en vue de la conférence de Paris. Comment est-ce que vous voyez cette transition ? Voilà, alors je commence par la sortie du nucléaire. Pour nous, c'est clair. Donc on a voté au Conseil national en décembre, au Conseil des États, cette session du mois de septembre, le projet de loi sur la réforme énergétique 2050. Donc dans cette réforme législative, donc c'est une grande loi, la sortie du nucléaire, elle est programmée, c'est-à-dire que là, toute une série de règles ont été définies. On n'a pas arrêté, par exemple, une date limite pour les centrales nucléaires, mais plutôt des principes de surveillance, et qu'à partir du moment où la sécurité, les normes de sécurité ne sont plus respectées, on ferme les centrales. Donc on n'a pas dit on les ferme après 35 ou 40 ou 45 ans. En même temps, on a développé toute une série de moyens pour les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque et l'éolien. On a aussi, et c'était nouveau, introduit maintenant des moyens supplémentaires pour l'hydroélectrique. 40% de l'approvisionnement électrique de la Suisse, c'est de l'hydroélectricité produite dans les Alpes. Et l'hydroélectricité, avec l'ouverture du marché
a pris du plomb dans l'aile avec une concurrence très vive et des prix qui se sont effondrés, notamment la concurrence du charbon allemand. Donc la Confédération a décidé de soutenir l'énergie hydroélectrique dans une phase transitoire parce qu'il y a d'énormes investissements qui sont faits. Tous ces barrages en Suisse arrivent à une durée de vie maintenant, voilà, entre 50, 60, 70 ans, ils sont refaits. Et c'est des investissements massifs. Et donc voilà, il faut gérer un peu la transition ici, pas énergétique, mais la transition des rapports de force entre les types de production énergétique. Donc voilà, pour la sortie du nucléaire, chez nous, on est dans des phases de divergence, mais le principe, il est plus discuté. C'est plutôt quelques modalités, notamment sur le rôle de l'Institution nationale de surveillance des centrales nucléaires, sur les standards appliqués pour le vieillissement des centrales, etc. Et puis pour la réforme des entreprises, alors sur la fiscalité des entreprises, là on est au cœur d'une discussion qui va commencer maintenant. Le premier combat, ça a été un combat de savoir qui allait traiter le dossier, et c'est moi qui ai dû trancher. J'ai décidé qu'on donnerait ce dossier à la commission du Conseil des États, puisque je raconte cette anecdote tout simplement parce que la réforme de l'imposition des entreprises aura des répercussions qui ne concernent pas seulement la Confédération, mais qui concernent la Confédération et les cantons. Donc là, on est dans un gros projet. C'est un projet qui d'un côté, va permettre... J'allais utiliser un gros mot pour la politique suisse, d'harmoniser les choses, mais on n'a pas le droit de parler d'harmonisation fiscale en Suisse. On est quand même au cœur de la concurrence fiscale en Suisse, entre les cantons et entre les communes. Donc, on a une dynamique ici qui pousse à uniformiser un peu les modalités d'imposition, mais on est en même temps dans une dynamique qui, dans la perspective de la concurrence fiscale générale, va générer beaucoup d'incertitudes sur les pertes fiscales, c'est-à-dire le coût de la réforme. Et aujourd'hui, l'enjeu majeur, il est là. L'enjeu majeur, ce sera de concevoir un projet qui puisse permettre à la fois de concilier les objectifs d'une fiscalité pas trop lourde, mais en même temps d'une fiscalité qui ne pénalise pas trop les cantons, donc les pertes fiscales envisagées qui peuvent être plus ou moins importantes selon les cantons. Donc là, c'est un débat qui va commencer. Pour l'instant, les cantons se mobilisent beaucoup. On a vu le canton de Vaud qui a fait des annonces la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, 2 semaines peut-être. C'est un débat. Le canton de Genève qui a aussi un débat. Enfin, tous les cantons ont eu ce débat. Genève, ça fait déjà une année ou deux. C'était encore l'ancien ministre Vert qui avait évoqué des taux d'imposition qui tout d'un coup ont fait réagir toute la Suisse. Et là, on est dans un processus qui va commencer. Je pense que le grand défi de ce processus, c'est la question du positionnement des cantons, c'est la question de la bonne collaboration confédération-canton et la question des pertes fiscales possibles. Et je pense qu'il y a un grand souk qui va s'engager à partir du début de l'année prochaine. Alors voilà, je ne peux pas aller tellement plus loin. C'est vraisemblablement un dossier majeur de la prochaine législature. C'est le dossier majeur parce qu'il a à la fois un impact sur la situation des entreprises, sur la situation des entreprises internationales en Suisse, des entreprises étrangères qui viennent s'établir en Suisse, et il a en même temps une répercussion très directe sur les moyens à disposition des cantons dans une période qui est difficile, parce qu'il y a quand même, soit au niveau de la Confédération, soit au niveau des cantons, toute une série de programmes d'austérité budgétaire qui sont en train d'être mis en place. Donc si on ajoute la réforme de l'imposition des entreprises et les pertes fiscales qu'elle pourrait générer pour les cantons aux programmes d'austérité qui sont mis en place, il y a une discussion là qui sera extrêmement tendue. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous. Je vous invite à boire un café ensemble, juste ici dans la salle. Merci.